بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférences en physique à l'université d'Annaba. Première série, électrostatique. Énoncé, deux charges ponctuelles, Q1 et Q2, se trouvent à une distance A1, A2 égale à 10 cm l'une de l'autre. Première question, calculez le potentiel A en un point A situé à mi-distance entre les charges, B en un point B situé à 8 cm de la charge Q1 et à 6 cm de la charge Q2. Deuxième question, calculez le champ électrique en A et en B. Troisièmement, quel est le travail nécessaire pour transférer une charge Q de B en A? Pour calculer le travail, il faut faire la différence entre travail de la force électrique et travail extérieur. Le travail de la force électrique, c'est la différence c'est la variation de l'énergie potentielle. Donc, c'est toujours l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale. Le travail extérieur, c'est l'inverse. C'est l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Donc, lorsque c'est la charge qui se déplace sous l'effet de la force électrostatique, le travail, c'est l'énergie initiale moins l'énergie finale. Par contre, si on effectue un travail pour déplacer la charge, c'est l'inverse, ça va être énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Dans la première question, première partie, nous allons calculer le potentiel. Il est important de déterminer où. En A, V, A. Alors, revenons aux données. Nous avons deux charges ponctuelles, Q1 et Q2, qui se trouvent à une distance A1, A2, égale à 10 cm l'une de l'autre. A, le point A, se trouve à mi-distance entre les charges. Donc, la charge 1 se trouve au point A1, la charge Q2 se trouve au point A2. A est à mi-distance de Q1 et Q2. Bien sûr, nous aurions pu faire le schéma, mais je ne vais pas le faire pour vous montrer que le potentiel, c'est un scalaire. Donc, le schéma est nécessaire uniquement pour connaître les distances. Alors, comme nous avons de charges Q1 et Q2, et le point A se trouve au milieu, le potentiel
Le potentiel V1, c'est la somme de deux potentiels. V1, c'est la somme de deux potentiels. VA, c'est le potentiel au point A. Nous allons définir chacun des deux potentiels. V1, c'est un potentiel créé par la charge Q1 qui se trouve au point A1 ou au même point A. Normalement, on met VI, QI, AI. Mais je vais réécrire la phrase par Q2, donc V2 créé par Q2 qui se trouve au point A2 en A. Faites attention ici, c'est le même point. C'est le potentiel total créé en A. Une partie est due à l'existence de la charge Q1. L'autre partie est due à l'existence de la charge Q2. Donc, V1, nous allons commencer par calculer V1, est égal, par définition, le potentiel créé par une charge ponctuelle, c'est 1 sur 4 pi epsilon. Mais comme rien n'indique qu'il y a un milieu autre que le vide, nous allons considérer la permittivité du vide. Quelle est la charge qui a créé V1? C'est le mot par qui nous l'indique. C'est la charge Q1. Et la distance, nous allons prendre la distance entre le A et la position de la charge Q1, c'est-à-dire A1. A1, la même chose pour V2. Nous aurions pu écrire VI, QI, AAI. V2 est égal, la même chose, Q2 sur 4 pi epsilon 0, la distance entre A et A2. A2. Il nous reste à trouver cet inconnu. Donc, A se trouve à mi-distance. De Q1 et Q2. Donc, A1 est égal à A2 est égal à 1, A2 sur 2. Je ne vais pas écrire 5. Nous allons utiliser les données. Nos données sont A1, A2. 5, c'est juste une application numérique. On laisse l'application numérique à la fin. Donc, la donnée, c'est A1, A2. On va remplacer, de ce fait, VA, c'est V1, qui est Q1 sur 4 pi epsilon 0 A1 A2 sur 2 plus Q2 sur 4 pi epsilon 0 A1 A2 sur 2. Donc, le 2 sur 4 pi epsilon 0 A1 A2, c'est un facteur commun. Nous aurions pu, dès le début, écrire ou faire sortir le 2 sur 4 pi epsilon 0 A1 A2 de la parenthèse et écrire Q1 plus Q2. N'oubliez pas qu'ici, vous prenez la charge Q2 avec le signe négatif et non pas avec la valeur absolue. Voici la formule finale
du potentiel VA, il ne nous reste qu'à faire l'application numérique. 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9, 10 puissance 9, fois 2 sur A1, A2, c'est 10 cm. Et le centimètre en mètres est égal à 10 moins 2. Q1 et Q2, vous avez un facteur commun qui est 10 puissance moins 9. Le Q1, c'est 40. Q2, c'est moins 30. Enfin, le potentiel VA est égal à 1800 volts. Vous remarquez que nous n'avons pas utilisé de schéma, tout simplement parce que les distances étaient claires, sans avoir besoin du schéma. Partie B, potentiel en B, V, B. La position de A était claire, mais pour B, nous allons avoir besoin du schéma pour déterminer sa position. Donc, la même chose, le potentiel au point B est créé à cause de l'existence de la charge 1 et de la charge 2. Normalement, nous aurions dû écrire V'1, V'2, mais comme cette partie est complètement indépendante de la partie précédente, nous pouvons utiliser V1 et V2. La même chose que pour la partie précédente, V1, c'est le potentiel créé par Q1 qui se trouve au point A en B. Il est créé au même point B. Le potentiel V2 est créé par Q2 qui se trouve en A2 au même point B. Je vous assure que beaucoup font la confusion entre le premier V1 et le deuxième V1. Donc, il est nécessaire d'écrire cette expression pour tout mettre dans l'ordre. V1 est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. La charge qui a créé V1, c'est la charge Q1. Et la distance, cette fois-ci, c'est la distance entre A1 et B. A1 et B. Le potentiel V2, la même chose. La charge qu'il a créée, c'est Q2 sur 4 pi epsilon 0. La distance entre Q2 et B, c'est-à-dire A2, B. Donc, la formule finale, CV 1 sur 4 pi epsilon 0. C'est un facteur commun Q1 sur A1 B plus Q2 sur A2 B. Est-ce que j'ai besoin du schéma? Revenons aux données. Le point B est situé à 8 cm
de Q1. Donc A1B est égal à 8 cm et A2B est égal à 6 cm. Donc nous n'avons aucun besoin pour faire le schéma. VB donc est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9 puissance 9. Q1, c'est 40. Et n'oublions pas qu'il y a un facteur commun entre Q1 et Q2 qui est 10 puissance moins 9. A1B, d'après les données, la distance entre B et A1 est donnée directement et c'est 8 cm. Rappelons qu'il y a un facteur commun entre A1B et A2B qui est le centimètre. Faisons sortir le centimètre en facteur commun. 1 centimètre est égal à quoi? C'est 10 puissance moins 2 mètres. Donc ça, c'est le centimètre. Donc Q1, 40 sur 8. Q2, c'est moins 30 sur A2B. La distance entre B et la charge Q2, c'est-à-dire le point A2, est égale à 6 cm. VB est égal à 40 sur 8, 5. 30 sur 6, 5. 5 moins 5, c'est 0 volt. Ainsi, nous avons trouvé notre objectif. Deuxième question. Première partie. Le champ en A, c'est le champ E. A. Bien sûr, ici, comme nous avons un champ, le champ c'est un vecteur, nous allons avoir besoin de représenter ce champ. Alors, le champ total en A est créé par deux charges qui se trouvent autour de A, qui sont la charge U et la charge 2. Je rappelle que le champ c'est un vecteur, la somme donc doit être une somme vectorielle. Définissons chacun des deux champs. E1 créé par la charge QU qui se trouve au point 1 ou en A. E2, en tant que débutant, je vous conseille d'écrire ces deux phrases. Donc créé par Q2 qui se trouve au point A2 en A. On ne peut pas continuer sans schéma. Alors représentons notre schéma. Nous avons A1, A2. Où se trouve le point A? Le point A se trouve à mi-distance entre les deux points. Pour faire notre schéma, représentons ou écrivons les charges Q1. D'après les données, Q1 c'est une charge positive. Ici, Q2 c'est une charge négative. Nous allons représenter chacun des deux vecteurs. Commençons par E1. Le vecteur E1. Le point d'application, c'est là où il y a A. Point d'application, c'est A.
Il est porté par A1. La droite qui porte le vecteur E1, c'est A1. Il est parallèle à cette droite, A1. Comme la charge Q1 est positive, il doit être sortant. Il est sortant. E1. Maintenant, pour représenter le E2, oubliez complètement le E1, sinon vous allez confondre les deux. Oubliez complètement l'existence de E1. Passez à E2. Le vecteur E2, donc où se trouve le champ E2, se trouve en A. Donc, c'est le point A. Il est parallèle à la droite A2. A2. Maintenant, comme la charge Q2 est négative, notre champ E2 est entrant à la charge Q2. Il nous reste maintenant à savoir lequel des deux, quel est le module supérieur. Est-ce que c'est le module de E1 ou de E2? Comme la distance, c'est la même, donc ce qui fait la différence entre les deux champs ou les deux modules, c'est la charge. Rappelons que E, c'est KQ sur R carré. Si la distance est la même, ce qui fait la différence, c'est la charge. Nous avons même distance. La charge Q1, c'est 40. La charge Q2, c'est 30. Donc, E2 est inférieur à E1. Certains font la confusion entre E1 et E2 et peuvent imaginer que E2 normalement doit être au sens inverse de E1. Si E2, si vous représentez E2 dans le sens inverse, ça signifie que la charge Q2 est positive et non pas négative. C'est pour ça que j'ai fait la remarque au début qu'il faut oublier complètement l'existence de E1 pour pouvoir représenter E2 correctement sans confusion. La somme des deux vecteurs maintenant, comme E1 et E2 sont parallèles et de même sens, donc nous pouvons additionner les deux modules. Premier module plus deuxième module, la résultante E1 est dans ce sens. Alors directement, vous savez très bien que lorsque les deux vecteurs sont parallèles et de même sens, vous avez le droit d'écrire directement le module comme étant la somme des deux modules. Si vous faites la projection, vous allez avoir le même résultat. Si nous avions deux axes, X et Y, la projection sur Y, c'est 0 pour E1 et E2, donc EY est égal à 0. Sur EX, la projection, c'est E1 plus E2, donc EX est égal à E1, E2, comme E, c'est la racine carrée de EX carré plus EY carré, et comme le EY c'est 0, le module c'est E1 plus E2, ça dans le cas où vous utilisez la projection sur les axes. Mais bien sûr, vous avez le droit de calculer directement le module parce que c'est un cas particulier. Il nous reste maintenant à trouver E1 et E2. E1, ouvrons une parenthèse, E1 est égal, par définition, c'est la charge qui a créé le E1, c'est la charge Q1,
sur 4pi epsilon 0. La distance entre A et Q1, c'est-à-dire AA1 au carré. Nous savons déjà que A1 est égal à A2, c'est A1 A2 sur 2. Donc directement, E1 c'est Q1 sur 4pi epsilon 0. Le carré, ça va nous donner A1, A2 au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire 4. Bien sûr, pour ne pas répéter les mêmes étapes, nous aurions pu calculer EI. Donc, EI, la charge qui a créé EI, c'est QI. Sur 4pi epsilon 0 A, AI carré. Et AI, c'est A1, A2 sur 2. Donc, le EI, est-ce que je vais mettre I ici? Bien sûr que non, parce que j'ai remplacé par A1, A2 carré. D'accord? Donc, le I ici est égal à 1, 2. E2, c'est 4Q2 sur 4pi epsilon 0, A1, A2 carré. Donc, comme le E, je rappelle, normalement, je n'aurais pas dû répéter l'expression. C'est la somme. Nous avons un facteur commun qui est 4 sur 4pi epsilon 0, A1, A2 carré, fois, nous avons Q1 plus Q2. Voici la formule. Il ne nous reste qu'à faire l'application numérique. Ici, c'est E1. Notre E1 est égal à... Nous avons 1 sur 4pi epsilon 0, c'est 9 fois 10 puissance 9 fois 4 sur A1, A2 au carré. A1, A2, c'est 10 cm. A1, A2, c'est 10 cm. Le 10 puissance moins 2, c'est le centimètre. Le tout au carré fois Q1 plus Q2. Nous avons ici un facteur commun qui est 10 puissance moins 9. Q1, c'est 40. Nous avons Q2 moins 30. Réfléchissez un peu. Est-ce que je le prends? Est-ce que je prends le signe moins ou bien je prends la valeur absolue? Réfléchissez un peu. Revenez à la base. C'est quoi ce E? C'est un module. Le module est toujours positif. Donc, vous devez prendre la valeur absolue des charges. Ici, vous prenez la valeur absolue de la charge. Finalement, le E1 est égal à 252 fois 10 puissance 3 volts sur mètre. Ainsi, nous avons trouvé notre objectif. Deuxième question, petit b. Champ en B. C'est EB maintenant qu'on va calculer.
la même chose. Nous allons calculer un point B qui se situe à 8 cm de Q1 à 6 cm de Q2. Donc autour de B, nous avons uniquement de charge. Le champ EB est donc, c'est la somme vectorielle de E1 plus E2. Je rappelle que E1 et E2 sont différents des E1 et E2 de la section précédente. Ils sont indépendants. Alors, définissons E1. Il est créé. Je répète que cette petite phrase est très importante. Vous trouvez toutes les informations dans cette petite phrase. Toutes les informations liées à ces champs, vous les trouvez dans cette petite phrase. Donc, créé par quelle charge? C'est la charge Q1. Où se trouve la charge Q1? Il est important de mettre la position, de déterminer la position. Q1 qui se trouve en 1. Où est-ce que ce champ est créé? Il est créé en B, au même point B. En B. Le champ E2, créé par Q2 qui se trouve en A2, il est créé où? Il est créé en B. Je répète qu'on ne peut pas faire un autre pas sans schéma. Le schéma est très important. Il est essentiel. Sans schéma, la solution est considérée fausse. Donc nous avons A1, la charge Q1 qui est positive, A2, la charge Q2 qui est négative. Où se trouve le B? Cette distance, c'est 10 cm. Si le B se trouvait ici, donc la distance, une des distances est supérieure à 10. Si le B se trouvait ici, donc la somme des deux distances, BA1, BA2, doit être égale à 10, alors que la somme c'est 14. Nous avons 8 cm et 6 cm. B, A1, c'est 8 cm. B, A2, c'est 6 cm. La somme est supérieure à 10. Donc le B ne peut pas être aligné avec A1 et A2. L'unique possibilité, c'est que le B se trouve ici ou ici. Avant de faire le schéma, assurons-nous que ce n'est pas un triangle, ce n'est pas un cas particulier. Alors, dans ce triangle, les côtés ne sont pas égaux. L'un est 8, 6, l'autre est 10. Essayons de nous assurer que ce n'est pas un triangle droit. Nous avons ici 8 au carré, c'est 64. 6 au carré, c'est 36. La somme nous donne 100. La distance A1 à 2, c'est 10 cm. Au carré, c'est 100. Donc, c'est un triangle droit. La distance B à 1 est supérieure à B à 2. Donc, à peu près, nous avons ici un triangle droit. Au point B. Nous allons représenter E1. Où est-ce qu'on va mettre le E1? C'est là où il y a 1. Donc, le E1 est ici. Il est porté par la droite A1, B. A1, B. La charge Q1 est positive, donc le champ E1 est sortant. Le champ E1 est sortant.
Passons au champ E2. Où est-ce qu'on va mettre le E2? Est-ce que vous allez le mettre en A2? Bien sûr que non. Vous le mettez là où il y a le en. C'est le champ où? En B. Il est porté par BA2. BA2. Comme la charge Q2 est négative, il est donc entrant vers Q2. Je répète, oubliez complètement l'existence de E1. Oubliez complètement l'existence de la charge Q1. C'est comme s'il n'y a que la charge Q2. Vous avez uniquement le point B et la charge Q2 lorsque vous faites la représentation. Maintenant, nous avons déterminé la direction. Il nous reste à savoir, est-ce que le E2 est égal le module? Est-ce que le module de E2 est égal à E1 ou bien supérieur ou inférieur à E1? Donc, comparons les distances et les charges. Je répète que E, c'est K, Q sur R carré. Ce qui fait la différence, c'est la charge et la distance. Nous avons des charges différentes. La charge Q1 supérieure à Q2. Donc, ça fait augmenter E1 par rapport à E2. La distance R ici, R1 supérieur à R2. Alors, si la charge fait augmenter le champ, la distance le diminue. Donc, nous n'avons aucune idée sur les deux champs quel est le champ supérieur. Alors faisons une représentation arbitraire. E2. La résultante maintenant. Représentons une parallèle à E2 à partir du sommet de E1. Une parallèle à E1 à partir du sommet de E2. Et voici le champ EB. Nous avons ici aussi un cas particulier en appliquant le théorème de Pythagore, comme nous avons ici des angles droits. EB carré est égal E1 carré plus E2 carré. Alors le EB est égal à la racine carrée de E1 carré plus E2 carré. Vous pouvez trouver cette relation géométriquement ou bien par la projection. Nous avons toutes les informations pour calculer les E1 et le E2 sans avoir besoin du schéma. Alors E1, d'après la définition, nous avons 1 sur 4 pi epsilon 0. La charge qui a créé E1, c'est Q1. Et ici, la distance entre B et A1. B à 1 au carré. La même chose pour E2. Donc, EI tel que I est égal à 1 et 2. C'est EI, QI sur 4 pi epsilon 0 B à I carré. E1 est égal que 1 sur 4 pi epsilon 0 B à 1 carré. E2 c'est Q2 sur 4 pi epsilon 0 B à 2 au carré. Et attention, comme c'est un champ et c'est le module du champ, vous devez prendre la valeur absolue. De ce fait, notre champ EB, lorsqu'on remplace, vous avez un facteur commun au carré et sous la racine. Si vous le faites sortir, il vous reste 1 sur 4 pi epsilon 0 fois racine carrée de
Q1 carré sur B A1 carré plus Q2, nous n'avons plus besoin de valeur absolue, B A2 carré. Voici la formule de EB. Nous avons toutes les données. EB, donc, est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9, 10 puissance 9 fois la racine carrée de Q1 carré, c'est 40 au carré. Et n'oubliez pas qu'il y a un 10 puissance moins 9 au carré, qui est un facteur commun. Et sous la racine, il vous reste 10 puissance moins 9, divisé par BA1. La distance, d'après les données, la distance entre B et A1, c'est 8 cm. Pardon, ici, nous avons BA carré. Et en prenant le carré, ça va devenir BA1 puissance 4. La même chose ici, c'est puissance 4 et non pas au carré. Donc, c'est 8 cm puissance 4. Comme nous avons ici un centimètre puissance 4 comme facteur commun, avec la racine, ça devient centimètre carré. Donc, nous avons ici centimètre carré. Et c'est quoi le centimètre carré? D'abord, le centimètre, c'est quoi? C'est 10 puissance moins 2 mètres. Plus Q2 au carré, c'est moins 30 au carré. Moins au carré, c'est plus 1. Donc, 30 au carré sur BA2. B, la distance entre B et A2, c'est 6 cm. Donc, 6 puissance 4. Le module du champ EB est égal à 93,75 10 puissance 3 volts sur mètre. Mais comme dans le calcul de EA, nous n'avons pas pris de chiffre après la virgule, donc nous allons prendre 94 fois 10 puissance 3. Vous remarquez que nous avons trouvé notre objectif. Vous connaissez 3 lois pour calculer le travail. La première loi, c'est l'intégrale de la force fois le déplacement lors du déplacement. La deuxième, c'est la variation de l'énergie cinétique. Troisième, variation de l'énergie potentielle. Bien sûr, nous n'allons pas utiliser cette loi. Nous n'avons pas d'énergie cinétique dans cet exercice. Pour cette loi, il faut avoir la fonction de la force lors du trajet de B en A. Et nous n'avons pas cette fonction. Donc, il n'est pas possible d'utiliser cette loi. Il ne nous reste que la variation de l'énergie potentielle. Donc, le travail W, c'est la variation de l'énergie potentielle. C'est la différence de EP. Est-ce que c'est l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale? Ou bien c'est l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale? Rappelons que si la charge s'est déplacée sous l'effet de la force électrique,
on va prendre énergie potentielle initiale moins finale. Si on a déplacé la charge, c'est-à-dire si on a effectué un travail extérieur pour déplacer la charge, dans ce cas, c'est l'énergie potentielle finale moins initiale. Lisez très bien l'énoncé. Qu'est-ce qu'on dit? Quel est le travail nécessaire pour transférer une charge Q? Donc, c'est un travail extérieur. Donc, le travail, c'est l'énergie potentielle finale, c'est un travail extérieur, moins l'énergie potentielle initiale. L'énergie potentielle finale, le point final, c'est le 1. Donc, c'est EP. Le point initial, c'est EP. B. Et à quoi est égale l'énergie potentielle? Nous avons aussi deux lois. Une qui est Q fois V. L'autre, c'est Q' sur K sur R. Nous avons une troisième qui est F est égal à moins grade EP. D'après les données de notre exercice, on va utiliser cette loi parce que nous avons le potentiel au point A, c'est déjà calculé, et le potentiel au point W est égal à Q. La charge transférée, c'est la charge Q, VA moins Q VB Q, c'est 25 fois 10 puissance moins 9 fois VA déjà calculé est égal à 1800 et VB c'est 0. Enfin, W c'est 45 10 puissance moins 6 joules. Nous avons réalisé notre objectif. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.